Bonjour à tous, bienvenue dans le podcast Prends ta dose de leadership. Aujourd'hui, je reçois Emmanuel qui est expert marketing web, qui est consultant freelance SEO chez Accolade et formateur web marketing. Bonjour Emmanuel, comment ça va? Très bien, merci Rouven pour l'invitation. Bah, Merci écoute, pour la présentation. avec plaisir. D'ailleurs, si tu veux rajouter quelques mots là-dessus, avec plaisir. Ben, oui, effectivement, donc je suis, bon, voilà, aujourd'hui, je me vois de plus en plus comme un freelance, mais une sorte d'hyper freelance parce qu'en réalité, donc je fais moi-même des missions, beaucoup de missions, toujours opérationnelles. Et je dirige un collectif aussi d'indépendants. On en reparlera si tu veux bien. Et puis, donc, qui s'appelle Accolade, qui existe depuis quelques années maintenant. À côté de ça, voilà, j'ai décidé de plus en plus de commencer à m'exposer, expliquer un peu mon modèle. C'est pour ça que j'ai accepté aussi ton invitation avec plaisir, parce qu'effectivement, il y a plein de modèles différents aujourd'hui, freelance, collectif, agence. Et voilà, donc c'était intéressant d'en parler avec toi. Ok, génial. Bah écoute, moi, je t'ai redécouvert sur LinkedIn. Ces derniers temps, tu es très actif, donc voilà, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur toi? Sur ton parcours? Ouais, avec plaisir. En fait, si tu veux, bon, moi j'ai une formation, on va dire de marketing traditionnelle. C'est-à-dire que quand j'ai fini le bac, je suis parti en Israël. J'ai étudié plusieurs années dans des yeshivot, donc des instituts talmudiques. Donc j'ai pas, voilà, j'ai commencé plus tard, si tu veux, le marketing à proprement parler. Quand j'ai abordé vraiment le marketing, c'était encore du marketing pas digital. Donc vers 26 ans, j'ai fini mes études. J'ai, on m'a j'ai commencé un petit peu à enseigner le marketing traditionnel et on m'a tout de suite proposé, tiens, c'était en 2005-2006, on m'a dit: «Tu veux pas prendre un cours en marketing digital?» J'ai dit: «Tiens, bah, pourquoi pas, je vais apprendre en même temps» et j'ai commencé à enseigner une matière que je connaissais pas. J'ai commencé à enseigner le marketing digital, dans des licences et master pro. Je me suis pris de passion du sujet et petit à petit, ce qui s'est passé rapidement, c'est que j'ai voulu monter ma boîte, assez rapidement au début de ma trentaine, en 2011-2012. J'ai lancé une première startup qui n'a pas fonctionné comme je voulais. Donc je suis devenu consultant en 2014-2015. Donc je suis revenu Waouh! je me suis rendu compte que j'étais plus efficace en tant que consultant. Voilà. Et par contre, j'ai toujours gardé un pied, dans l'éducation, dans la formation. Et donc j'ai une double casquette, on va dire, voilà, de consultant, formateur, comme tu l'as dit tout à l'heure. Et là, aujourd'hui, ça doit faire maintenant, une dizaine d'années que je fais ça. Donc j'accompagne toutes sortes d'entreprises, surtout sur, les canaux search, c'est-à-dire vraiment SEO, Google Ads. On fait un petit peu aussi, voilà, pas moi directement parce que c'est plus mon équipe avec, le collectif, mais tout ce qui est social ads, c'est important aussi. Mais ma spécialité vraiment à moi, c'est le SEO et Google Ads. OK. SEO, SEA. Voilà, SEO, SIA. Aujourd'hui, donc en fait, si tu veux, d'expérience, c'est plus des entreprises qui vont travailler des, leur channel search, c'est-à-dire les canaux d'acquisition d'intention. Donc ça va être plutôt des questions autour plutôt des entreprises B2B plutôt, des entreprises de niche. Ça peut être du e-commerce, mais lorsque quelqu'un est un petit peu, on va dire, lorsque une entreprise va chercher des clients, des internautes qui recherchent spécifiquement des produits. Donc du coup, j'ai plus une expérience sur du logiciel, du RH, des univers de niche, et moins sur le luxe, le B2C, de manière générale, le tourisme, la food, c'est moins mon expérience. Ça, les stratégies de branding, etc., c'est pas trop mon truc. Mais en gros, c'est plus des compétences d'analyse, des compétences voilà, comment on va optimiser un site pour se faire connaître quand tu cherches, je sais pas, formation anglais CPF, ou bien quand tu vas taper, je sais pas, logiciel de facturation, logiciel CRM, faire en sorte que le site remonte et qu'on te trouve facilement. Donc c'est souvent du B2B, du secteur de niche. Ça peut être parfois du B2C, mais avec une requête d'intention forte. Par exemple, dans les domaines de la formation, ou dans le domaine de la rénovation, dans le domaine euh, ça peut être toutes sortes de secteurs, mais lorsqu'il y a vraiment une requête spécifique qui est faite et où le canal search est essentiel. OK. OK, bah, écoute, super intéressant. Moi, j'étais certain que tu faisais beaucoup de B2C, comme quoi, tu c'est intéressant de Non, discuter. non, je pense que je fais en fait, bon, j'ai pas une vision. Bah, disons que dans les deux tiers, voire les trois quarts, c'est du B2B.
parfois du B2B2C, mais disons beaucoup de B2B. Et c'est vrai que depuis le Covid, même un peu avant, de plus en plus de e-commerce, parce qu'il y a eu un gros boom e-commerce, donc c'est vrai que le e-commerce est important. Ouais. Mais non, a priori, c'est vraiment les secteurs, tu vois, c'est plutôt le B2B. Ça veut dire le B2B est secteur de niche, et en général, ça va être ouais, pas mal de B2B au final. Donc, du coup, ça peut être des fintech, des legal tech, des cabinets de comptables, des avocats, enfin toutes sortes de secteurs où il y a, voilà, je te dis, je sais pas, tu cherches un comptable, un avocat fiscaliste, donc tu fais appel à mes services et puis voilà, quand tu taperas avocat pour licenciement abusif, normalement, tu devrais voir apparaître mes clients. OK. Voilà, mais du coup, OK, c'est des cool, secteurs assez j'essaierai. nichés, quoi. OK. OK, OK. Bah, écoute, ça marche. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des débuts de Accolade? Du Ouais, coup, tu avec plaisir. démarres avec Accolade ou tu démarres avec autre chose? Non, non, pas du tout. Moi en fait, si tu veux, ce qui était drôle, c'est que il y a eu 2 choses. C'est que pour moi, être consultant, c'était moins prestigieux qu'être, un chef d'entreprise, tu vois? Pendant longtemps. OK. Pour moi, même à la limite, tu vois, les métiers du conseil, c'est, tu pas skin in the game, c'est-à-dire tu prends moins de risques. Donc dans un sens, c'était, pour moi, moins prestigieux. Moi, au début, quand je me suis lancé là-dessus, je me suis dit: «Tiens, c'est le temps que je crée une start-up ou que je crée une entreprise plus traditionnelle». Donc j'avais pas en tête de faire ça pendant longtemps et j'avais encore moins en tête d'être freelance longtemps, tu vois? Mais il y a 2 choses qui m'ont fait changer d'avis. D'abord parce que je me suis rendu compte combien, monter une entreprise, c'est difficile. Combien rester focus, c'est très difficile sur un même sujet pendant des années. Moi, j'ai besoin de curiosité, besoin de changement et cetera et le métier du conseil me convient mieux. C'est-à-dire voilà, aujourd'hui, j'ai des clients dans le Web3, dans la crypto, sur des sujets métaverses, et cetera, tu vois, qui étaient impossibles il y a 1 an. Donc Ouais. j'aime bien ce côté, chaque année, on fait autre chose. Donc ça, les métiers du conseil, tu vois, ça nourrit ma curiosité. Et la 2e point aussi, c'est que pour moi, freelance, c'était aussi pas très sérieux. Si déjà tu es freelance, tu commences comme ça, mais si ça marche, tu montes une agence. Et ça, j'ai envie de te dire que maintenant, avec un peu plus de recul, là aussi, je me suis trompé. Et c'est vrai que, d'abord, d'une part, ça me convient très bien d'être freelance. Et petit à petit, je me suis rendu compte que je refusais beaucoup de missions qui étaient intéressantes et j'ai voulu m'entourer d'autres personnes. Euh, mais je me suis rendu compte que le format d'agence ne me convenait pas, pour plein de raisons. Parce que d'abord parce que tu as énormément de talents qui sont freelance. Et c'est très dur de recruter aujourd'hui des talents qui sont prêts à accepter les conditions du salariat. Donc, c'est pas évident de ce côté-là. Et d'autre part, disons tout simplement, mais de manière plus personnelle, j'ai l'âme d'un freelance, et j'ai pas l'âme d'un patron. Donc j'aime bien travailler avec d'autres freelances. Et donc le côté, comme moi, j'ai pas aimé être managé, si tu veux, j'aime pas non plus manager des personnes. Donc j'aime bien avoir des gens en face de moi qui sont autonomes. Et donc du coup, ça s'est imposé assez récemment. Ok, on va à fond sur un collectif d'indépendants. Ça s'est encore plus confirmé pendant le Covid. C'est-à-dire pendant longtemps, c'était un peu hybride. Il y avait des salariés avec moi et des freelances. Et aujourd'hui, maintenant, tout le monde est freelance chez Accolades et il n'y a plus de salariés. Waouh. Et voilà. Donc, c'est un vrai collectif d'indépendants. OK. Et si tu pouvais nous dire, c'est quoi les intérêts, à travailler qu'avec des indépendants, tu peux me donner, 3 voilà, points positifs à bosser qu'entre indépendants? Alors, moi, à mon sens, aujourd'hui, il y en a plusieurs. Bon, déjà, tu as des gens qui sont assez autodidactes, curieux, impliqués. C'est plus facile de les trouver chez les freelances. En termes de compétences, parfois, tu trouves des très bonnes compétences en agence aussi. Tu vois, c'est pas tant la compétence qui manque, tu peux en avoir. Mais souvent, ce qui va différencier le freelance, c'est que il est déjà beaucoup plus skin in the game, si tu veux. C'est-à-dire il prend autant de risques. Il sait que si ça marche pas, il part. Et donc, du coup, tu as des gens moins installés. Moi, j'aime bien ça. Je trouve d'ailleurs que Israël, de ce côté-là, tu vois, m'a aussi un peu décoincé. J'ai vécu longtemps en France. Ça veut dire ici, tu vois, quand tu vis en Israël, tu es sans filet. Tu sais que voilà, tu dois réussir. T'as pas trop le choix. Et j'aime bien aussi ce côté chez des indépendants, qu'ils habitent en France ou ailleurs, n'importe où, ce côté où, disons que la rémunération, les revenus qu'ils vont en tirer, c'est des revenus qui proviennent de leur performance, de leur succès, d'une certaine façon. Et ça, c'est ce qui fait que, au final, je trouve qu'on est plus aligné en tant que freelance vis-à-vis du client. Parce que il est pas. Moi, tu vois, j'ai jamais aimé le côté l'agence, elle te bloque un contrat sur 1 an. Ouais. En fait, le plus dur dans une agence, c'est signer le contrat.
Mais après, presque tout le monde peut dormir, c'est bon, on fait tourner la machine et puis et dès qu'on va s'approcher un peu de la date d'échéance, est-ce qu'il y a reconduction ou pas, là, il faut remettre les bouchées doubles. Chez le freelance, c'est pas comme ça, tu vois. C'est beaucoup plus, si tu veux, voilà, pour moi, il y a trois choses. C'est implication, tu joues sans filet, t'as pas d'excuses. Et en plus, on a souvent des profils très autodidactes, très autonomes. Moi, ça me correspond mieux, je te dis aussi par rapport à ma nature. Donc j'avais après voilà, je comprends qu'il y a des boîtes qui ont besoin d'être accompagnées par des agences. C'est pas ou cette notion, tu vois, de liberté, de cette notion d'autonomie, ça convient pas à tout le monde. Et nous, voilà, indépendamment qu'on a un collectif, c'est vrai qu'on est aussi full remote, puisqu'en fait toute l'équipe Accolades, il y en a aucun dans un bureau. On n'a plus de bureau depuis le Covid. Euh, et aujourd'hui, tout le monde travaille de chez, voilà, en home office ou dans un WeWork, etc., un peu partout dans le monde. Alors, hyper intéressant. Je suis tombé tout à l'heure sur une stat de HubSpot, tu dois certainement connaître. Et Ouais, HubSpot, tu connais un petit peu. HubSpot, ouais, Voilà, HubSpot, ouais, quand même. voilà, tu connais. Et donc, c'est une stat que je t'enverrai sur le fait que les employés se sentent déconnectés de leur équipe. Et donc, tu as 49%, ok, donc d'employés qui sont en interne, qui se sentent déconnectés de leur équipe. Par contre, quand on est en remote, on tombe à 40%. Donc, c'est quand même C'est- incroyable. Je te l'enverrai, celle-là. ouais, ça c'est pas, ouais, ça c'est paradoxal. Mais en fait, si tu veux, alors c'est étonnant. Bon, après, il y a eu des raisons aussi, tu vois, purement, comment dire. Moi, j'ai commencé le remote il y a 5 ans, 6 ans. C'est Ok, à Jérusalem, en fait, où j'avais du mal à recruter localement. Parce que si tu veux recruter un Français ou un francophone en Israël, forcément, il y a moins de possibilités que ouais, si tu t'adresses à la francophonie dans son ensemble. c'est sûr. Donc déjà, pour moi, c'était obligé de m'intéresser au remote. J'ai rencontré, d'ailleurs, c'est qu'à Jérusalem, il y a des très bons mentors remote. Il y a plusieurs stars un peu de l'univers remote ici. Mhm. Il y en a un, je te conseille, au moins deux. Je Ouais, viens de manger avec un d'entre eux, il s'appelle Scott Markovich, qui Scott était, Markovich, ok, c'est noté. voilà, c'est un des patrons, un des anciens dirigeants de InVision. Ah oui, quand même. Et c'est lui, ouais, voilà. Et t'en avais un autre qui a vendu sa boîte qui s'appelle, sa boîte s'appelait, il a vendu sa boîte à GoDaddy, donc Ah l'équivalent d'un oui, OVH américain. C'est ok, Youssef Gutman. Il habite à Nachlaout. ok, Et ces deux-là, je les ai rencontrés, on va dire 3 4 ans avant le Covid. Ils m'ont beaucoup aidé, ils m'ont beaucoup expliqué comment ça marche. Ils ont créé des boîtes, tu vois, InVision, c'est 800 personnes à l'époque. Tu prends GoDaddy, enfin, la boîte qu'il a vendue s'appelait Mad Manu, j'oublie le nom, bref, Mad Mimi. C'est une boîte d'emailing. C'était une centaine de personnes et il les a pratiquement jamais rencontrés. Et tout était en remote. Et t'as des gens qui incroyable. étaient, si tu veux, des pionniers du remote. Et ceux-là, ils m'ont pas mal aidé. Et après, bon, le Covid est arrivé et ça s'est encore plus imposé. Tu vois. Donc là, j'ai fermé mes bureaux à Jérusalem. Je suis passé en total remote. Voilà, là, on est sur un modèle, j'espère. Voilà, maintenant, après, il faut construire tout ça, il faut créer une vraie culture d'entreprise. Quand c'est un collectif, c'est pas forcément très simple. Mais voilà, j'espère que ça va bien se développer tout ça. Vous êtes combien en tout dans le collectif? Ben, dans le collectif aujourd'hui, on doit être, si tu veux, un peu plus d'une quinzaine. On va Ah dire, oui, ouais, il y a 5 rédacteurs avec qui on travaille très régulièrement. C'est-à-dire qu'on a vraiment 5 rédacteurs. Voilà, on est 5 en SEO, 5 en SIA. Il y a 2 alternantes. Donc on doit être, tu vois, et on a voilà, on a 2 3 personnes. On a une office manager. C'est-à-dire qu'on a quelqu'un qui s'occupe un peu des paiements, tout ça, ouais, de la compta. Ils sont pas tous à temps plein. Il faut bien comprendre qu'il y en a, par exemple, dans les temps, enfin quasi temps plein, c'est une minorité. Enfin, on doit être. Il y a beaucoup en 3 quarts temps, si tu veux. Ils ont aussi leurs clients. Parfois, ils ont des clients en direct. Il n'y a pas d'exclusivité. Euh, et du coup, ça ressemblerait à une petite agence. Si on était avec du salariat traditionnel, ce serait une agence de 10 personnes, on va dire. Nous, on va bientôt être une vingtaine, mais c'est pas le même format en fait, de ouais, travail. ouais, je vois. Je vois. En tout cas, ouais, c'est beau. Et, et justement, par rapport à ça, enfin, vu qu'aujourd'hui, après le Covid ou même avant, enfin, on va dire après le Covid, on a vu beaucoup de consultants dans le digital marketing, dans le SEO, etc. Et moi, ça m'intéresserait de savoir comment, comment tu t'es fait connaître déjà, parce que tu as commencé seul, j'imagine.
Et comment tu te démarques, en fait, des autres, boîtes qui font du SEO? Alors, c'est vrai que d'ailleurs, c'est marrant que tu me poses cette question parce que, quand je dis aux gens, que je fais du SEO, il y a beaucoup de gens qui me disent: «Ah, il y en a plein». Ouais, bon, je sais pas, moi, je trouve ça un peu nul comme truc. C'est comme si quelqu'un me dit, «Tu es comptable». «Ah, mais Il y c'est en a nul, plein. il y en a plein». En fait, c'est normal, parce qu'il y a plein de besoins de comptables. Qu'est-ce que tu veux? Moi, au contraire, ça me rassure. Ça me rassure qu'il y en ait plein. Je pense qu'en fait, les gens, ils se rendent pas compte à quel point le gâteau du digital est gros. Donc en Mmh. fait, j'ai pas peur du tout de la concurrence. C'est d'abord le premier critère, si tu veux, c'est que la concurrence n'existe pas dans le digital. C'est un leurre. C'est vrai. Ça n'existe pas en fait. T'as pas de concurrent. Le marché est trop vaste. Ça veut dire, c'est comme si tu dis, voilà, t'es comptable. Ah, ben, comptable, chaque entreprise a besoin d'un comptable. Je veux dire, tant qu'il y a des entreprises, tant qu'il y a de l'activité économique, tant qu'il y a du développement, il y aura besoin de comptables. Et ben, la même chose en SEO. C'est aujourd'hui une boîte qui veut pas travailler son référencement, qui veut pas être présent et travailler sa visibilité, bah, elle se tire un peu une balle dans le pied, quel que soit son secteur. Donc, déjà, d'une part, je veux dire, le fait qu'il y en ait plein, ça me choque. C'est au contraire, pour moi, ça montre qu'en vérité, je pense qu'on est encore en pénurie, en fait. Et on va rester longtemps en pénurie parce que l'accélération digitale, elle n'est pas finie. Mmh. Il y a beaucoup de gens à former, il y a beaucoup d'entreprises, etc. Après, donc ça, si tu veux, je ne suis pas du tout inquiet. Même tous les discours de type intelligence artificielle, automatisation, etc., ça me fait pas peur non plus. Parce que ça aussi, ça c'est peut-être, si tu veux, sur des sujets très spécifiques qui n'ont pas beaucoup de valeur ajoutée. Mais ça va trop vite. Aujourd'hui, comment tu vas demander à un robot d'écrire un contenu sur du métavers ou de travailler sur des problématiques de blockchain. Ça va être compliqué d'optimiser ça. Je pense pas que ce soit si. Il faut être assez smart, bien comprendre les enjeux, et ça se joue pas et j'ai pas peur ni de la concurrence, ni pour l'instant de l'intelligence artificielle. On verra dans quelques années, mais pour le moment, ça me fait pas peur. Après, pour la partie de démarcation par rapport à la concurrence, euh, alors au début, je dis la vérité, quand j'ai commencé, j'ai pris plein de clients. J'en avais rien à faire un peu du prix. Je voulais acquérir un maximum d'expérience. Donc, je voulais avoir un portfolio. Au début, ça ne m'intéressait pas combien je gagnais, combien je margeais. Je voulais avoir plein d'expérience. Et en fait, ça allait me servir Donc, j'ai pas regardé le prix pendant très longtemps. Donc, après, c'est vrai qu'une fois que tu passes un certain cap, donc, par exemple, donc moi, si tu veux, même sur Malte, voilà, j'ai fait près de 350 missions. Quand tu as fait 350 missions, en fait, ce qu'il faut se rendre compte, c'est qu'aujourd'hui, j'ai un prospect qui arrive. J'ai déjà travaillé soit avec son concurrent, soit avec une entreprise similaire. Donc, je connais bien son secteur. Donc, déjà, j'arrive à bien savoir si ça vaut la peine ou pas la peine d'avancer avec lui. Qu'est-ce qu'on peut obtenir comme résultat. Donc, en général, aujourd'hui, c'est vrai que c'est un peu plus facile. Mais au début, j'ai envie de dire, t'as pas trop le choix que d'accumuler un paquet d'expériences, de pas trop compter tes efforts pendant les 3, 4, 5 premières années, souvent 3 ans au minimum, de faire un maximum de missions, comme quelqu'un qui se lancerait dans le développement web. Fais-moi 20 sites, tu te casses la gueule, mais dès que à l'intérieur, tu vas avoir 3-4 succès, des sites magnifiques, hyper performants, des clients ultra satisfaits qui vont parler de toi. Et aujourd'hui, voilà, aujourd'hui, j'ai du bouche à oreille, j'ai des clients qui me recommandent, j'ai eu des performances, j'ai eu des loupés aussi, hein, il y a des clients avec qui ça n'a pas fonctionné, etc. Donc ça, c'est normal. Mais, je veux dire, voilà, d'une part, j'ai pas trop peur de la concurrence. Et en fait, je pense que la question de la différenciation, c'est une question que ce que j'ai découvert récemment, c'est qu'en fait, il faut travailler sa singularité. C'est pour ça que je publie sur LinkedIn. Plus tu es singulier, bon, c'est connu, hein, tout ça en marketing, mais sois vrai, sois honnête, sois toi-même, et tu vas attirer les clients qui te correspondent. Ça ne veut pas dire que mais alors des fois, tu vas rêver des clients qu'a le voisin, jusqu'au jour où tu vas découvrir qu'en fait, ça ne marche pas avec toi, c'est pas fait pour toi. Donc moi, par exemple, là, je te dis tout de suite, tu vois, j'ai pas le TJM le plus élevé. On peut trouver, on peut trouver plus cher, on peut trouver moins cher. Ouais. Mais ce que j'essaye, c'est de trouver des clients qui me correspondent, avec qui je vais m'entendre, des beaux projets, des gens, voilà, honnêtes, ambitieux, qui Qui veulent partagent les avancer mêmes et qui valeurs. sont, voilà. Et ça, tu peux le faire. Ça prend un peu de temps, mais si on est endurant, ça fonctionne. Ouais. OK, bah, justement en parlant d'endurance, j'aimerais connaître ton secret. Voilà, je veux tout savoir. Comment tu fais, pour poster tous les jours? Est-ce que tu travailles la nuit? Est-ce que tu ne dors pas? Heu, Non, 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 t'inquiète pas, non, non. En fait, poster, moi, pendant très longtemps, on m'a dit, vas-y, il faut que tu postes et tout. Et je voyais pas l'intérêt. Je voyais pas l'intérêt du tout de le faire.
2, j'aime pas, voilà, comme beaucoup de gens dans le web, je suis un introverti à la base. J'aime bien le côté Je travailler connais. derrière les. Voilà. Donc, c'est pas. Voilà, me mettre en avant. Moi, j'aime pas spécialement les réseaux sociaux, hein, c'est pas mon délire. Par contre, ce que j'ai découvert, c'est que il y a deux intérêts majeurs, en fait. Et aujourd'hui, c'est pour ça que je publie, je me force à le faire. C'est d'abord, un, je gagne des leads. Déjà, ça, c'est hyper important. Tu crées ton personal branding. Yes. C'est important de le faire. Et c'est un filtre aussi. C'est un filtre énorme. Ça veut dire, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils vont filtrer leur lead avec un pricing élevé. Ou par exemple, ou bien ils vont mettre un portfolio avec des grands noms, où ils vont avoir tel certificat et ça va fonctionner comme filtre. Alors qu'en fait, à mon sens, ce que j'ai découvert avec le temps, c'est que le meilleur filtre, c'est ta personne. C'est pour ça que je te donne un exemple. Moi, je dis aux gens, ouais, je suis en Israël. Ça plaît pas, c'est pas grave. Si ça plaît pas, tant pis. De toute façon, je ne travaillerai pas avec toi. Je leur dis que j'ai une double culture. Je leur dis, voilà, ils savent que je suis juif, ils savent ceci, ils savent cela. Je cache pas que je suis père de famille, j'ai des enfants. Donc en fait, si tu veux, et en fait, je me suis rendu compte, plus j'étais honnête, plus j'étais transparent, plus je faisais cet effort, plus je filtrais les gens avec qui je pouvais travailler. Et en fait, ça m'a apporté beaucoup plus que tous les fameux, tous les fameux conseils de type, allez, liste ton profil, cache d'où tu viens, cache Ouais. ceci, cache cela. Ça marche pas parce que tu attires des gens qui sont aussi ultra corporate, ultra cachés et avec qui ça va pas bien fonctionner. Et donc, du coup, voilà, après, bon, pour moi, publier tous les jours, c'est devenu un jeu. Donc, c'est même plus un effort. Ça prend voilà, une demi-heure. Et en fait, je note chaque rencontre, j'ai une idée, chaque interaction avec quelqu'un me dit, ah tiens, ça ferait l'objet d'un post. Je les note et je me suis fait une petite liste. Dès que j'ai une idée, comme ça fait un peu le prochain post. Et donc, du coup, voilà, après, le but étant voilà, de devenir un peu une machine à contenu. Et ça m'a généré des leads. Et surtout, ça m'a permis voilà, de développer mon personal branding. Donc, je continue sur cette voie. Bravo. Ben, en tout cas, ouais, je sais que c'est pas évident de poster tous les jours. Et surtout, je trouve que tes posts, ils sont pertinents. En général, quand on doit publier une cadence, etc., forcément, en général, ça tape sur la qualité. Et toi, je les lis tous les jours et je trouve à chaque fois qu'on apprend quelque chose. Donc bravo. Merci. C'est bien Non, fait. ouais, non, c'est marrant parce que je reçois aussi pas mal de commentaires comme le tien. Ce qui est marrant et que j'avais pas vu, ça je l'ai entendu, ça c'est de Thibault Lui, qui est lui, Ouais, tu peux enfin le qui est un lire. des experts. Mhm. Et une des choses qu'il dit et que voilà, j'ai écouté, et effectivement il a raison. Comme quoi il faut écouter les experts, tu vois. En gros, il dit, au lieu de chercher à faire, si tu veux, des posts béton, publie tous les jours. Et en fait, quitte à publier 2 fois par jour, 3 fois par jour. Et en fait, c'est vrai que j'ai découvert ce point. Tu as une audience cumulée. En fait, si tu veux, c'est une notion qui est hyper importante, qui vient pas de Thibault Lui, mais que Thibault Lui a repris de Naval Ravikant. Tu sais, la notion de, s'il y a une chose importante à retenir dans la vie, c'est la notion ce qu'on appelle les intérêts composés. Et en fait, si tu veux, ça, je l'ai découvert aussi, si tu veux, même dans mon business. Euh, c'est hyper, hyper important. Les gens ils me disent, ouais, la réputation. C'est pas la réputation. C'est que tu travailles toujours le même sillon des années. Tu es régulier dans ce que tu fais. Et en fait, cette régularité, la somme des intérêts composés, c'est énorme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu veux, euh, voilà, je vais avoir des leads réguliers qui arrivent parce que, ben, tiens, on m'a recommandé, on m'a parlé de vous, je vous ai vu sur un post LinkedIn, j'ai vu ton profil sur Malte, etc. Et en fait, parce que tu restes sur toujours le même sillon, tu travailles comme ça. Et donc, cette endurance, ça, c'est quelque chose, je pense, c'est vrai dans l'investissement, c'est vrai dans le marketing. Et ça, tu vois, par exemple, même dans le SEO, pour moi, ce que j'aime d'ailleurs dans le SEO, c'est ce côté un peu marathonien. C'est-à-dire que tu dois être endurant, tu prends du temps. Et en fait, au début, tu sais, tu fais du x2 tous les mois, mais ça se voit rien, parce que quand tu passes de 100 visiteurs à 200, c'est nul. Mais quand tu commences à passer je sais pas, de 5 000 à 10 000, et de 10 000 à 20 000, et que ça devient juste, alors que c'est toujours le même multiple de 2. Alors les 3 premiers mois, tu passes de 100 à 200, de 200 à 400, de 400 à 800, la personne ne voit rien pendant 6 mois. Mais quand on arrive à des chiffres de 20 000, 30 000, 40 000 visiteurs, là, il voit les transactions, il a un retour sur investissement. Et c'est la même chose dans la production de contenu, c'est la même chose dans ce que j'essaye de faire. Et je me suis rendu compte que c'est une loi, si tu veux, qui dépasse le SEO, c'est une loi de vie, où en fait, il faut être régulier. C'est la régularité qui paye, comme si, plus que la qualité. On valorise trop la qualité, alors qu'en fait, il faut juste être régulier. Et ça, c'est un truc que dit aussi Oussama Hamar, que disent plein de gens. Ouais. Euh, voilà. Et la régularité,
est largement supérieur. Même tu fais de la régularité moyenne, c'est mieux que, de temps en temps des chefs-d'œuvre, tu vois? Ouais, c'est, bon, je sais pas si c'est ton créneau, mais, c'est Tony Robbins qui dit que, la répétition bat le talent. Bah, c'est exactement ça. C'est-à-dire que et ça, moi, je l'ai ça m'a pris du temps à bien le comprendre, mais effectivement, ça veut dire tu prends, il y a dans tous les domaines, tu as des gens comme ça qui font tous les ans, ouais, je prends, je sais pas, dans le cinéma, tu vois? Woody Allen, il fait un film par an. Alors sur 10 ans, il va t'en faire 2 très bien. D'accord? Maintenant, si toi, tu es un réalisateur et tu fais, 2 films tous les 10 ans, tu as beaucoup plus de chances de te louper. Oui. Ouais, lui, il en fait 10 et puis voilà, quand il t'en a fait 10 en 10 ans, tu en as 2 qui sont bons. Donc il vaut mieux faire 10 postes où tu fais 30 postes dans un mois, tu vas en péter 2 qui vont tout déchirer plutôt que se casser la tête, longtemps. Je pense c'est la même chose pour un podcast, c'est la même chose pour, et en SEO, c'est fondamental. Ça veut dire, tu travailles plein de mots-clés à la fois, tu fais plein de pages, tu travailles beaucoup de choses et c'est vraiment, cette logique-là, on la répète tout le temps, tu vois? C'est dans l'investissement, c'est vrai. Les investisseurs, ils vont investir sur des dizaines de startups, dans des centaines, et il y en a quelques-unes, 10%, 20% qui vont tout péter, mais ils ne savent pas au préalable. Ça ne sert à rien d'avoir une approche de dire, voilà, au préalable, on va choisir les deux meilleurs. Non, ils font le mieux possible sur des dizaines, des centaines de cas, ils investissent au mieux, et il y en a certaines qui vont péter, et ce n'était pas entièrement prévisible. Et c'est pour ça que aujourd'hui, voilà, moi effectivement, je reprends l'expression de Tony Robbins que je ne connaissais pas, mais effectivement, tu disais comment c'est l'expression, tu as dit? La C'est répétition bat le talent. ouais, la répétition bat le talent. Repetition, Bah, bon, c'est en anglais, mais c'est pas d'accord, grave. mais c'est exactement ça, la répétition bat le talent. Et je sais pas, peut-être qu'on nous a éduqués un peu trop que c'est pas vrai, c'est le talent. Et ben en Mmh. fait, non, moi je découvre que c'est faux. C'est faux. C'est ouais, c'est la répétition bat le talent, effectivement. Ouais. Tant qu'on est aligné avec le projet, parce que tu parlais du podcast, mais par exemple, moi, j'ai commencé le podcast il y a 1 an et demi. Oui, Et j'étais à un moment donné dans une période où je me disais, il faut à tout prix que je filme, que je prenne un invité toutes les 2 semaines, et cetera. J'étais entré dans un rythme où à la fin, tu vois ce que je veux dire? Je pouvais me perdre. Ça prend énormément de temps de faire un oui. podcast, et donc du coup, j'ai préféré être authentique, faire un podcast tous les mois ou tous les 2 mois ou tous les 3 mois, mais au moins que ce soit fait pour le bon objectif, en fait, tu vois? Donc là, du coup, j'en ai 14 épisodes en 1 an et demi, mais c'est pas grave. À chaque fois, c'est Ah des mais épisodes de qualité, donc moi, ça me va. non, tu as raison. Tu vois, par exemple, ce qui m'a retenu un peu sur le podcast, justement, c'est que je sais que c'est beaucoup plus de travail. Un post Ouais. LinkedIn, c'est facile, hein, c'est pas le même, c'est rien, hein. Tu as une idée, tu essaies de l'écrire, tu la travailles, D'accord. soit ça sort en 10 minutes, soit tu la finis en maximum une heure, tu vois? Hem, Maintenant, ce que j'avais pas vraiment perçu, et alors je sais pas comment ça se passait pour toi, ce que j'avais pas perçu, c'est que, si tu veux, il y avait aussi un autre, enfin, comment dire? C'est combien ça peut générer de leads aussi. Ça veut dire, Oh, moi oh. dans mon cas, si tu veux, voilà, 100 posts, je sais pas, j'ai pas calculé combien j'ai fait de posts, mais imaginons que j'ai fait une centaine de posts ou cent Ouais, cinquante posts. Là, actuellement, je suis à plus d'une quarantaine de leads sur LinkedIn depuis que j'ai commencé à OK. vraiment être actif. Donc, oui, c'est largement rentable. Heu, Aujourd'hui, j'aimerais bien faire du podcast parce que j'ai des personnes que j'aimerais, inviter, des gens, mais c'est vrai que je suis d'accord avec toi, voilà, c'est encore une fois, c'est la répétition qui bat le talent. Maintenant, à trouver le bon rythme. J'ai pas envie d'entrer dans une prison. Je suis pas un créateur de contenu, c'est pas ça qui C'est va me faire ça, gagner de l'argent. c'est ça. Voilà. Mais par contre, si tu veux, je peux te dire, aujourd'hui, par exemple, entre créer des contenus qui me font plaisir et qui vont m'apporter du client, c'est pour moi beaucoup plus intéressant, qu'aller, embaucher, par exemple, des commerciaux et faire du cold call ou Mmh. bien, de dépenser énormément d'argent en Google Ads pour essayer de les transformer de manière commerciale. Parce qu'aujourd'hui, ce qui est un Ouais. peu drôle, c'est que, voilà, là, aujourd'hui, on a zéro dépense publicitaire pratiquement, on n'a pas de commerciaux, donc je fais tout moi-même, encore, et donc du coup, tout est inbound, et donc je suis un grand fan de tout ce qui est inbound. Donc en vérité, tu vois, pour moi, la création, je vois beaucoup d'intérêt en termes de personal branding et de génération de leads. Donc, pour moi, c'est aussi un plaisir. Mmh. Alors juste pour revenir sur le podcast, tu me disais qu'est-ce que ça te rapporte, et cetera. Bah, déjà, ça te rapporte, tes échanges, humains qui sont exceptionnels. Ça te rapporte aussi des connaissances puisque, à chaque podcast, il y a une ou 2 pépites, tu vois, que je retiens, et surtout, en fait, c'est qu'il y a un échange de communauté. C'est-à-dire que
toi, tu vas être visible auprès de ma communauté que j'ai construit ça fait des années et inversement. Donc ça, c'est assez incroyable. Oui, C'est assez incroyable. oui, oui, c'est vrai parce que, tu vois, bon ça par exemple ça aussi, ce point-là que j'ai c'est un point qui est marrant, c'est que c'est que tu dis, voilà, tu as construit une communauté Ouais, et aujourd'hui, ça, tu vois, moi je l'avais pas fait. J'étais un peu j'ai pas construit de communauté et aujourd'hui, je me rends compte qu'il faut le faire. C'est-à-dire qu'on doit créer chacun son propre média pour sa ouais, propre communauté et en fait, il y a personne qui prend tout. C'est-à-dire qu'il y a toujours de la place, tu vois, il y a pas de concurrence là-dessus. Tu as ta propre communauté, tu as des gens qui te connaissent, moi je peux créer la mienne, mais on sera pas en concurrence. c'est ça, Ou même c'est sur ça. on peut être en concurrence sur un projet, mais en vérité, il y a tellement de gens qui ont aucun moyen de se rencontrer, le marché est très vaste. Donc oui, commencer à créer son propre média, c'est super important. Ouais, Après il y a une petite anecdote quand même, que je dois te raconter qui est un peu OK. étonnante. C'est que ce qui m'a vraiment, comment dire? Éclaté et qui m'a obligé, si tu veux la raison, on va dire, profonde du démarrage de ma création de contenu, ça a été, en fait, une rencontre avec une personne qui m'a un peu, qui m'a éclaté, on va dire, qui m'a dit les mots suivants. Donc il m'a contacté il y a pas longtemps, donc c'était au mois de mai ou juin. Il me dit: «Emmanuel, voilà, tiens, on recherche un expert SEO, est-ce que tu veux nous rejoindre? Je dirige plusieurs agences, est-ce que ça te va qu'on fixe un rendez-vous?» Donc j'arrive au rendez-vous très, détente. Mmh Moi, je mh. pensais que c'était un potentiel client et là, il commence à comprendre mon modèle et en 5 minutes, il me dit: «Écoute, regarde, tu es full remote, tu as pas de bureau, c'est pas une entreprise, vous êtes une équipe de freelance, vous êtes des vous êtes, des fainéants, vous préférez la lifestyle, vous avez pas vraiment de c'est pas une vraie entreprise, donc on veut pas bosser avec toi». Et je dis: «OK», bon et ça s'est arrêté là. Et en fait, je me suis dit: «Tiens, c'est marrant, c'est-à-dire que si je crée pas de personal branding, si on comprend pas ce que je fais, si je valorise pas, ce que ça veut dire être freelance, si je valorise pas ce que ça veut dire le full remote, si j'explique pas pourquoi j'ai fait ces choix-là, si je fais pas l'effort d'expliciter, voilà, mon travail et de rendre ça visible, on va rester sur des anciens modèles. Je vais être contacté par des gens avec qui j'ai pas envie de travailler ou avec qui j'ai pas envie de collaborer et en fait, je suis obligé de donner des signaux sur qui je suis, ce que je fais, de faire comprendre ça à d'autres. Ça peut inspirer plein de gens. Et donc, c'est ce que je vois. Déjà, depuis que je commence à créer, j'ai énormément de gens qui sont inspirés, qui m'envoient, qui me posent des questions, qui me remercient. Et donc, déjà, tu inspires d'autres et tu te sens un peu moins seul aussi. Tu te dis, tiens, en fait, c'est pas obligé d'être une entreprise traditionnelle avec X salariés, des bureaux en plein Paris ou ailleurs, etc., etc. Tu vois, tu peux avoir un modèle alternatif différent, mais à toi de l'affirmer, à toi de le storyteller. Et Ouais, on a trop storytellé l'univers, si tu veux, corporate. C'est voilà, le temps est venu de storyteller les collectifs, les freelances, le full remote, d'autres formats qui intéressent beaucoup de monde, mais qui en même temps sont encore pas assez représentés. complètement, complètement. Je sais pas si tu connais Simon Sinek? Oui, quand même, ouais. Très, très sympathique, très inspirant et Oui. justement lui, bah, son livre vraiment il a changé ma vision de plein de choses. Est-ce que je pourrais connaître ton pourquoi? C'est quoi les valeurs que tu défends au quotidien? Je suis obligé de la poser celle-là. C'est un classique. Non, mais tu raison de la poser. Bah, alors c'est compliqué parce que si tu veux, tu vois, pendant longtemps, elle m'a obsédé cette question et je me suis dit, tu en fait, c'est vrai qu'on confond. C'est-à-dire Simon Sinek, il a touché le bois, enfin, il a touché du doigt, pardon. Hem, la plupart des gens, ils savent ce qu'ils font, mais ils ne savent pas pourquoi ils le font. Ouais. Heu et donc ouais, je sais que je fais du SEO, je fais du SIA, mais plus profondément, mon pourquoi, c'est vraiment aider les entrepreneurs. C'est-à-dire que j'aime voir une entreprise grandir, j'aime voir quelqu'un, qui me dit comme hier: «Emmanuel, tu as fait de la magie pour nous, on n'arrive plus à répondre à autant de demandes tellement ça fonctionne. Voilà, c'est extraordinaire» et donc quand quelqu'un me dit ça, moi j'ai ma mission remplie. Donc j'ai mon vrai pourquoi, si tu veux, je me vois vraiment comme un artisan, comme quelqu'un qui essaie de faire le meilleur travail possible, d'aider, des entreprises, des beaux projets à émerger. Et donc du coup, c'est veut pas dire je vais sauver les gens, mais disons que j'aime bien aider les entrepreneurs. C'est vraiment, cette logique-là. Et donc je pense que ce qui est très beau dans le web, ce qui est beau dans le SEO, c'est que, là, on est sur un univers sans permission. C'est par rapport à des tu vois, ça demande pas comme tu vas être présent à la télé, il faut mettre, je sais pas, 50 000 € pour une campagne de pub. Tu fais de l'affichage dans le métro, ça va coûter, énormément d'argent. Le SEO rend possible, si tu veux, des résultats et même c'est vrai aussi sur Google Ads,
pour des entreprises. Demain, je donne n'importe quoi, tu es un avocat fiscaliste, tu es un comptable spécialisé en fiscalité immobilière, tu as un logiciel spécifique en RH, etc. Tu es en train de développer une activité, je ne sais pas, de vente d'occasion de vélo, etc. Tu peux avoir de super résultats, ça coûte pas si cher, et ça, c'est fantastique. Ça, pour moi, c'est ce côté démocratique en fait du web et les canaux search avec un degré d'intention fort de l'internaute. Pour moi, il y a quelque chose de merveilleux, de magique. Quelqu'un qui va taper, je sais pas moi, vélo BMX d'occasion Strasbourg, qui tombe sur ton site et qui l'achète, c'est fantastique. Et ça, euh, ce côté un peu magique par rapport à ce que ça voudrait dire de, je sais pas, de prendre des bureaux, d'acheter du stock, etc. Il y a un côté fou dans l'entrepreneuriat du web, et j'aime bien, j'aime beaucoup même aider les entrepreneurs du web à se démarquer, à trouver leurs clients. Donc ça, pour moi, c'est donner plus de valeur à plein de personnes qui auraient eu du mal parce qu'ils n'avaient peut-être pas le réseau, ou ils n'avaient pas les fonds nécessaires à ouvrir une boutique ou à faire des affichages. Voilà. Pour moi, le web, pour moi, enfin, ça reste, parce que j'ai connu le monde avant le web, si tu veux, ça reste pour moi une opportunité très forte pour aussi des petites entreprises, même si c'est devenu de plus en plus dur quand tu n'as pas de budget de faire des choses sur le web. Je suis encore attaché à cette idée que si tu as un bon secteur de niche, tu travailles bien ton marketing, tu es prêt à faire des efforts, tu es patient, tu es endurant, ça coûte pas si cher. Surtout quand ça coûte pas si cher de créer des contenus, on peut trouver des solutions même quand tu as des ressources assez limitées. Et ça reste encore vrai, même si c'est pas tout le temps le cas. Aujourd'hui, voilà, tu peux pas concurrencer Amazon facilement, mais tu peux avoir de très bons résultats euh, sur beaucoup de secteurs. Et voilà, j'ai encore beaucoup de plaisir à travailler avec des TPE, PME, des startups, et beaucoup plus de plaisir avec même ces cibles-là qu'avec des grands comptes. Ben, merci beaucoup pour ta réponse. Est-ce que tu peux nous donner rapidement, voilà, nous dire si tu as des petits projets en octobre pour octobre? Oui, alors, en fait, déjà pour octobre, là, je sors un manuel rapidement sur comment réussir sur Malte. Je vois qu'il y a beaucoup de freelances qui se posent la question, comment travailler avec Malte. Ça reste la plateforme un peu phare. Donc là, c'est vraiment premier objectif, mon premier produit numérique. Je sors un peu de ma zone de confort consulting pour je lance un premier produit. J'espère aussi lancer en octobre mon podcast. Ça fait longtemps que j'attends. Là aussi, je me lance à nouveau sur un autre format de contenu. Et à côté de ça, voilà, le gros sujet sur les prochains mois, c'est obtenir le label Remote Friendly pour le collectif, le construire. On a changé un peu le modèle, on est en train de retravailler tous nos contrats, etc. Donc, on a un gros enjeu pour nous de rendre notre collectif indépendant, on va dire, le plus fun possible et le plus performant possible. Donc ça va être vraiment, ça va être vraiment un peu les objectifs sur les prochains mois. OK, top. Un petit mantra pour finir? Non, bah, en fait, ce que j'ai découvert en un mot, c'est 2 idées. Voilà. Déjà, soyez authentique. Ça, je reprends Steve Jobs, il a raison. Si tu veux, c'est hyper important. Et un truc qui est contre-intuitif, mais que j'ai appris dans un livre que je conseille à tout le monde, c'est Anything You Want de Derek Sivers, qui est fantastique. Mmh. Et il y a une idée folle qui est juste, c'est que en fait, tu vas entreprendre et réussir, que tu fasses du conseil, que tu sois entrepreneur, ou peu importe ce que tu fais, mais dès que tu vas entreprendre et réussir, le hack, c'est ta générosité. Et en fait, plus tu es généreux, plus tu donnes, plus tu reçois. Ça, c'est une idée très, très vraie, très forte, parfois j'oublie aussi, mais qu'il faut que je me rappelle souvent. Et ce livre, il a le mérite de le rappeler. Et je suis 100% d'accord. C'est-à-dire que la question, c'est pas tellement combien tu gagnes, c'est combien tu donnes. Et en fait, souvent, tu as un retour là-dessus. Tu as un retour qui est largement au-dessus de ce que tu pensais. Et voilà, et ça, c'est on va dire, ce qui me guide, en tout cas, ce que je garde. Je ne dis pas que je suis toujours à la hauteur de ça, mais cette idée-là, je pense elle est forte et juste. OK, super intéressant. Bah, écoute, on va te laisser, partir à ton rendez-vous. Merci beaucoup d'avoir été avec moi, avec nous et voilà, Merci. À, on mettra les liens pour te contacter. À très bientôt. à bientôt. Ouais, ouais. Bye. Salut, Merci à salut. toi.